Alors personnellement, quand même, certains devaient être là. En 2010, Jean-Paul Delevoye était présent au Club des Vigilants. Et à l'époque, il était médiateur de la République. Hein. Ce qu'il me reste de cette intervention, c'est le fait qu'il avait été très frappé, voire choqué, parce qu'il avait découvert, en ayant ce poste, et encore récemment chez nos amis de Futurible, j'ai entendu Jean-Paul dire « j'ai découvert la France du burn-out ». Donc ça marque les expériences personnelles. Et moi, pour vous lancer, je citerai une phrase que vous avez dite à cette matinale-là, que j'ai retrouvée dans les archives du club. À mes yeux, la meilleure façon de redonner sens à la politique serait de contribuer à faire naître une espérance collective plus forte que les désespérances individuelles et à rendre fiers d'eux-mêmes ceux qui font œuvre utile. Alors à l'époque, la matinale était intitulée « La République en danger ». Je ne veux pas faire de jeu de mots. Hein. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous diriez? Est-ce que c'est pire? Votre pensée n'a pas changé, j'en suis sûre, sur ce point-là, mais la situation a peut-être évolué. Voilà, on était en 2010. Bien, d'abord, bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver, de retrouver Ad et de vous retrouver, cher ami M. Hesambert. Peut-être d'essayer de réfléchir ensemble sur quelque chose qui m'interpelle et qui... je vois certains travaux que vous avez effectués, notamment sur les entreprises. Je pense qu'il faut que nous, qui sommes un peuple d'ingénieurs, qui avons besoin de tout mettre en équation, en normes, en statistiques, c'est difficile d'admettre que les entreprises, comme les États, sont des êtres vivants qu'il faut traiter avec biologie et psychologie. Et c'est quelque chose de compliqué, parce que nous sommes un peuple cartésien, un peuple ingénieur, et on a besoin de normer, et quasiment de faire en sorte que sur l'équilibre du collectif, l'unité du pays passe par la conformité des citoyens. C'est difficile de passer de l'unité à l'unicité d'un pays et de la conformité à la diversité. Ensuite, on est dans un pays qui a considéré souvent que nous étions dans une société d'obéissance, alors qu'aujourd'hui, nous passons de l'obéissance à l'adhésion. Mais il y a quelque chose de plus préoccupant, c'est que je crois que Julia Kristeva nous alerte en permanence en disant « l'homme a un impérieux besoin de croire » et que nous sommes dans un moment où tout ce qui, depuis le départ de l'humanité, fait socialisation, c'est-à-dire la famille, le travail, les idéologies politiques, les croyances religieuses, tout cela est aujourd'hui fragilisé. Et donc comment faire vivre ensemble, comment faire société avec des hommes qui ne sont plus forcément, où la famille devient quelquefois un lieu de conflit plutôt qu'un lieu d'apaisement, où le travail est fragilisé, on pourra parler de la relation du robot et du travail, et où les idéologies politiques et religieuses étant remises en cause, ça pousse forcément pour exister à la radicalisation. Pour être de droite, il faut être plus de droite, pour être de gauche, plus de gauche, pour être catho, plus être musulman, plus musulman. Et on a aujourd'hui, par le développement des réseaux sociaux, une nourriture très forte sur la radicalisation des rapports sociaux. Le troisième élément, c'est que, alors je fais ça de façon très schématique, quand nous étions dans des sociétés rurales, l'homme devait satisfaire des besoins, mais il acceptait un quotidien difficile parce qu'il avait une espérance du futur. Tort ou à raison. Si tu es un type bien, tu iras au paradis. Société industrielle, si tu travailles bien, tu amélioreras ton quotidien, donc espérance matérielle. Aujourd'hui, l'espérance spirituelle, l'espérance matérielle dans une société de services a disparu et on est surtout dans un moment de consommation où, dans la société de consommation, l'homme valait plus pour ce qu'il dépensait que de ce qu'il pensait. Et aujourd'hui, nous sommes dans une société de services dans laquelle l'être devient important. Mais nous sommes dans une société où aujourd'hui, dans l'absence de construction collective, la liberté individuelle est un élément extrêmement difficile. La souffrance au quotidien est moins acceptée que par le passé. Et l'homme est un peu désemparé par rapport à l'interrogation du futur. Or, quand vous êtes dans une collectivité, que ce soit une communauté d'entreprise, une communauté familiale ou une communauté d'État, quand vous n'avez pas une lecture, une gourmandise du futur, une aspiration au futur par ce qui était le moteur même des idéaux politiques.
Quand vous étiez communiste, vous aviez une espérance du futur, une société libérale, une espérance du futur. Et aujourd'hui, le dogme, car les dogmes sont surtout pour gérer les collectifs. Quand Christophe Colomb envahit l'Amérique du Sud, il y vient avec la religion catholique, et quand les Américains gagnent la guerre en 1945, ils cultivent le fait que pour faire la paix, il faut faire du commerce, libération du commerce par le téléphone et les containers, mais en même temps, ils imposent le dogme de la démocratie, partant d'un principe que le progrès économique engendrera le progrès social. Et aujourd'hui, sur l'ensemble de la planète, ce dogme d'un progrès systématique du futur est aujourd'hui complètement remis en cause. Les équations monétaires, les équations financières perturbent. Il n'y a jamais eu autant de liquidité monétaire, il y a un peu de croissance, il n'y a pas de retour de l'inflation, et il y a un taux, il y a un moment extrêmement long des taux d'intérêt faibles qui n'ont jamais été liés soit par les géopolitiques, par une guerre, ou soit par une montée forte d'une crise économique, mais tout simplement par des disparités de territoire, avec des zones excédentaires, des zones déficitaires. Et tout ceci pose un vrai problème de quoi sera composé le futur. Et donc l'inquiétude du futur, quand chacun est inquiet sur le futur, il a tendance à se rabougrir sur le présent, à exacerber le présent et même à considérer que dans la survie du présent, l'autre devient un concurrent et un adversaire, d'où la montée de la radicalisation et du rejet de l'autre. Mais en plus, les politiques ont commis l'erreur de pouvoir refaire ressaigner les blessures du passé avec des lois mémorielles. Et comment imaginer un futur collectif quand sur le présent on se déchire et le passé saigne? Et donc je crois que nous sommes dans un moment de l'histoire où il faut revisiter une forme d'humanisme politique qui peut redonner des espérances du futur. Et c'est d'autant plus vrai qu'en étant là aussi extrêmement schématique, l'on voit bien que Bernie Sanders a interpellé Hillary Clinton, mais c'est tout simplement le fait que les Américains ne croyaient plus à l'avenir des États-Unis par la stagnation des salaires, c'est quand même quelque chose de tout à fait étonnant, que nous voyons des éruptions citoyennes un peu partout depuis quelque temps. Depuis Stéphane Hessel, on voit des mouvements de citoyens qui perturbent le système politique, qui lui est obnubilé par le maintien du pouvoir, et non pas par le bonheur des peuples. Et que très souvent, très mécaniquement, les partis politiques ont eu plus de soucis de vouloir abaisser les bourses que d'apaiser les peuples. Or, Victor Hugo lui-même disait « Les peuples sont comme des volcans, ils peuvent avoir des éruptions qui détruisent tout, mais aussi des laves qui fertilisent tout. » Et donc nous sommes dans un moment où la gestion des peurs est en train de l'emporter sur la gestion des espérances. Et l'on voit bien qu'en France, je suis de ceux qui pensent qu'il ne faut jamais oublier qu'Emmanuel Macron n'a gagné que sur 25 à 30% des électeurs au premier tour, et que l'on voit bien aujourd'hui se dessiner non plus un débat droite-gauche, mais un débat de celles et ceux qui croient qu'Emmanuel Macron va apporter un futur meilleur et dans lequel chacun peut se sentir acteur, responsable et co-constructeur. Et en face, on a Mélenchon qui récupère toutes les peurs de celles et ceux qui pensent que ce futur n'est pas pour eux. Et donc il faut que nous ayons en permanence cette réflexion qui doit nous amener à revisiter complètement nos modes d'action. Il y a deux dates qui sont tout à fait intéressantes. C'est 1693 sur un autre aspect qui n'est pas anecdotique et 2009. 1693, c'est la date qu'a évoqué le président chinois lors du dernier congrès du Parti communiste chinois, qui d'ailleurs se déroulait ou s'est déroulé, et qui est important parce que 1693, c'est l'année où la Chine a été la première puissance mondiale. Et donc on voit bien aujourd'hui la logique dans la recomposition du monde de cette volonté de redevenir première puissance mondiale. Et 2009, c'est une étude américaine qui s'est posé la question de savoir quelle était la valeur réelle des entreprises et qui, pour la première fois, avait cherché à comptabiliser la valeur immatérielle des entreprises. Il avait estimé que la valeur immatérielle de l'entreprise était supérieure à la valeur matérielle, les brevets, la qualité de formation des salariés, l'épanouissement des salariés au travail, etc. C'est d'où l'amorce du capital humain. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est intéressant de voir que probablement, dans une société rurale, la fertilité des sols et la conquête des territoires est importante pour préserver l'indépendance alimentaire, industrielle, c'est les matières premières, etc. Mais qu'aujourd'hui, dans la société des cerveaux dans laquelle nous sommes, dans la société des esprits dans laquelle nous sommes, c'est la capacité de modifier les comportements qui va devenir quelque chose de tout à fait important. Et les vrais maîtres du monde ne sont plus celles et ceux qui possèdent les matières premières et les brevets, c'est celles qui possèdent les banques de données. Et
On n'a pas du tout vu, d'ailleurs, les Américains ont tenté de s'y opposer, que la Chine vient de sortir le premier, a rattrapé les Américains en termes de supercalculateurs. Ils viennent de sortir un supercalculateur qui est 5 fois plus puissant que le plus puissant des Américains. Je crois que c'est 14 millions de milliards d'opérations par seconde. Et qu'on voit bien que toute l'économie maintenant se base sur l'économie comportementale. Comment modifier le choix d'un consommateur, les partis politiques, comment modifier le choix d'un électeur. Et que nous sommes en train probablement, dans cette bataille mondiale de la conquête des esprits, d'assister à une possibilité d'esclavage moderne, d'autant plus redoutable que les esclaves eux-mêmes fournissent leurs mains dans les menottes, et que le patron de Pokémon, d'ailleurs, disait il n'y a plus de vie personnelle, et que la vraie richesse d'une entreprise, c'est les banques de données, et que pour les banques de données soient fiables, il faut qu'elles soient apportées par les individus eux-mêmes, et pour qu'elles soient apportées par les individus eux-mêmes, il faut que ce soit par la voie ludique. Et d'où l'histoire de Pokémon, dont les 2 premières questions étaient « Acceptez-vous de mettre vos données et votre caméra à la disposition, etc. » Et qu'on a oublié que le propriétaire de Pokémon était le vice-président de Google pour la voiture autonome, dont l'obsession de Google, c'est pas de faire une voiture autonome, c'est de libérer 3 heures de conduite par jour pour pouvoir influencer la lecture, la pensée et les convictions. C'est quelque chose qui me paraît devoir être en réflexion totale. Pourquoi? Parce qu'au moment où nous avons cette capacité donc de modifier le comportement de chacun, y compris de nous-mêmes, par l'utilisation des banques de données. Je rappelle qu'aux États-Unis, New York vient de s'équiper de 500 bornes de façon à pouvoir capter à chaque fois vos comportements, que si vous installez vos enfants, vous avez la faculté de savoir s'il y a des pédophiles à proximité, etc. Ça joue sur le marché immobilier. Mais ce qui me paraît important, c'est qu'au moment où aujourd'hui on n'a jamais eu autant de capacité de vous suivre comme larve informatique ou escargot informatique, pour reprendre une expression d'un chercheur américain, vous laissez toujours des traces informatiques de vos passages. C'est le moment aussi où nos sociétés occidentales ont fait diminuer le sens critique par rapport à nos enfants et par rapport à nous-mêmes. C'est-à-dire que la vraie question, et je crois que la vraie bataille politique, c'est aujourd'hui la bataille du temps, c'est que vous êtes tous les uns et les autres en train de gagner un temps fou avec vos iPhones, vous réservez vos places de théâtre, vos billets d'avion, vous lisez vos journaux en vous déplaçant, et donc vous êtes dans un moment assez fascinant de gain de temps sur l'efficacité de votre vie. Et la vraie question qu'on ne se pose jamais, mais que ce temps gagné, qu'en faites-vous? Et 99% des personnes surconsomment leurs mails, surconsomment les informations, mais ne critiquent jamais l'information. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes des transmetteurs d'informations sans vérifier la qualité de l'information. Et nous voyons bien que nous avons reculé sur le champ des convictions pour aller sur celui des émotions. Et nous sommes dans un moment où des fausses rumeurs, qui deviennent d'ailleurs maintenant une stratégie politique aux États-Unis et chez nous, peuvent poser des questions politiques majeures. La ministre de la Santé a été amenée à prendre rapidement, pour décision du Conseil d'État, le retour à la vaccination de 11 vaccins, puisque c'était l'objet d'une plainte. Enfin, c'est un peu compliqué. Et elle estimait qu'en dessous d'un certain taux de couverture de la vaccination, les pandémies redémarrent. C'est-à-dire que ceux qui ne se vaccinent pas sont extrêmement dangereux pour l'ensemble du collectif. Eh bien, l'opinion est convaincue aujourd'hui que la vaccination est dangereuse. Et donc, on voit bien qu'une des données nouvelles en politique par les réseaux sociaux, c'est l'acceptation sociale. Plus aucune décision politique ne peut être mise en œuvre si elle n'est pas acceptée socialement. Mais l'acceptation sociale, si elle se fait sur des convictions, c'est quelque chose de solide. Si elle se fait sur des émotions, c'est quelque chose qui peut balayer la plus belle des entreprises, la plus belle des convictions, la stratégie la plus intelligente. Et donc, il faut que nous arrivions à réveiller l'esprit de responsabilité pour pouvoir emprunter le chemin de la citoyenneté. Or, il ne peut pas y avoir de responsabilité collective sur des irresponsabilités individuelles. Et nous sommes donc aujourd'hui, au-delà de conquérir des électeurs, c'est de réveiller des citoyens et de faire en sorte qu'un pays comme le nôtre puisse retrouver espoir dans le progrès, comme il l'était dans les siècles des Lumières, et de faire en sorte de pouvoir investir le débat politique mondial dans la mesure où tous les débats politiques depuis le départ de l'humanité ont été pour repousser les limites de la technologie, jusqu'où peut-on aller, en Mars, en transplantation cardiaque, en transformation génétique, etc.,
Un grand nombre de débats politiques de demain sont quelles sont les limites à ne pas franchir pour respecter la nature et respecter l'humain. Et est-ce que l'humain sera maître de la machine ou esclave de la machine? On est déjà en train d'imaginer, je voyais le directeur de l'Institut Pasteur il n'y a pas très longtemps, on a aujourd'hui la capacité de complètement mesurer les impacts du cerveau sur le comportement. Et l'on voit bien qu'en fonction d'un comportement de colère, d'amour, on a des modifications chimiques dans le sol, dans le cerveau. Ils sont en train d'essayer d'analyser sur logiciel cette corrélation entre le développement de certaines substances chimiques et le comportement humain. Lorsque la maman accouche, elle émet immédiatement 2 hormones dans le cerveau, l'une pour élargir le bassin pour expulser le bébé, l'autre pour atténuer la douleur. Donc on voit bien que... Et la question de fond, c'est le jour où on est capable de transmettre dans un logiciel toute la relation entre les zones du cerveau, le développement chimique et le comportement, est-ce qu'on est capable de transférer sur un robot cette même capacité de comportement? Et donc on est dans des moments tout à fait fascinants dans lesquels la conduite des hommes sera soit d'avoir des peuples indociles, non pas par conviction, mais par manipulation, ou au contraire d'avoir des peuples responsables parce qu'ils auront la capacité de construire leurs convictions, même si elles sont différentes d'une autre. Et c'est un sujet qui, moi, m'interpelle, parce que là, je fais appel aussi à Bernard, parce que j'étais frappé de voir que les sociétés qui avaient traversé les millénaires, 2 ou 3 000 ans, sont les Chinois, les Juifs, les Araméens, quelques tribus primitives d'Amérique qui n'ont pas été polluées par la société occidentale. Et quand on regarde le seul critère qui leur a permis de traverser les millénaires, c'est pas la puissance militaire, elles l'avaient tous, c'est pas la puissance financière, elles l'ont eu un moment, c'est pas la puissance politique. Ça a été l'obsession permanente de ces sociétés de préserver la cohésion du collectif et la cohésion sociale. Or, dans notre monde occidental, nous sommes dans une société performative dans laquelle la cohésion sociale est au contraire remise en cause. Et nous sommes, au nom de la performance financière, au nom de la performance, on veut esthétiser les corps, on veut performer les corps, et en fin de compte, on est en train de créer des sentiments qui sont en train de fragmenter la cohésion sociale, au point d'ailleurs qu'un des sentiments les plus compliqués, si on accepte la psychologie, c'est que nous sommes dans une société qui développe le sentiment de l'humiliation. Quand on est viré à 40 ans sans boulot, quand on a bac plus 7 payé au SMIC, quand on est encore chez papa-maman à 30 ans, c'est dur d'être pauvre dans un pays riche, et comme on n'a pas le sens de l'autre, mais plutôt le rejet de l'autre, ce sentiment d'humiliation fait que quand vous inoculez l'humiliation dans le cœur de quelqu'un, vous lui inculquez une violence qui peut se retourner soit contre lui-même par les tentatives suicidaires, soit se retourner contre le système qui vous a mis dans cette situation. Et l'on voit bien aujourd'hui en 3e des enfants qui haïssent l'école. On voit bien des hommes et des femmes qui haïssent la société dans laquelle, a priori, ils estiment qu'ils n'ont pas leur place. Ils n'existent pas. Et quand vous êtes humilié, la revanche des humiliés est terrible. Je n'existe pas dans mon quartier, si je me tape un flic, j'existe. Et donc, comme je ne crois plus à la force du droit, qui est la force de la régulation morale publique, je revendique le droit à la force pour exister, et je vais chercher des contentieux juridiques sur le plus puissant ou le plus fort. Et donc, on est en train de nourrir des choses tout à fait préoccupantes. Si nous acceptons de revenir sur la société du capital, et je terminerai parce que je peux être très bavard, on voit bien que ça nécessite probablement qu'on revisite complètement notre conception de la politique publique. Si vous partez du principe que le capital humain est un élément déterminant, toutes les politiques publiques doivent être un investissement social et non pas un coût social pour la préservation de ce capital humain. Et je prends un exemple très précis. Les neurologues ont attiré notre attention sur le fait qu'entre 0 et 5 ans, 85% des fondamentaux du caractère se construisent chez l'enfant. Et l'on a maintenant, mais par des images IRM de façon très claire, très précise, que lorsque l'on voit un fœtus à 3 mois avant la naissance et jusqu'à 1 an du stade préverbal, lorsque cet enfant est dans un milieu insécure, alcoolique, drogué, agressif, etc., il a 400 mots à l'école maternelle, mais il y a déjà un potentiel de ses capacités qui sont largement diminuées. Lorsque vous avez au contraire un enfant qui est dans un environnement affectif, sécurisant, potentialisé, etc., il a 4000 mots à l'école et son cerveau à l'optimisation de ses capacités. Ça veut donc dire que si on part d'un principe que la vraie richesse d'un pays, c'est le capital humain,
le regard que l'on doit porter sur les individus, c'est non pas sur leur échec ou leur mésestime de soi, ce qui est le système français, mais au contraire sur qu'est-ce qu'il doit permettre à chacun de pouvoir valoriser son potentiel. Et l'on voit bien que, par exemple, la politique de l'enfance qui consiste à mettre les écoles maternelles à 2 ans ou à 3 ans, eh bien, sont en train de passer à côté de quelque chose si on ne met pas une école de la parentalité pour comment on accompagne les parents dès la conception du fœtus. Ça nécessite aussi la réflexion sur la musique, par exemple. On sait maintenant que le cerveau est plus fait pour le son que pour les cris. Et que l'on voit, lorsque la maman projette sur son ventre des musiques, on voit des fœtus chanter. Et l'enfant reconnaît la voix de la mère, il ne reconnaît pas les cris de la mère. Et donc, on voit bien que ça nécessitera probablement de revisiter nos méthodes pédagogiques. Et l'on voit que ça revisitera aussi nos écoles de management. Vouloir faire en sorte, en France, nous avons une pathologie particulière, on adore la jouissance du pouvoir plutôt que l'exercice du pouvoir. Et l'on voit bien que le management, à une certaine époque, c'était de se sentir en tant que président supérieur au vice-président et de faire sentir à l'inférieur le poids de son infériorité. L'économie cérébrale, c'est au contraire la connexion, la circulation, la fluidité des informations, et au contraire l'optimisation des talents. Et donc il faut que nous réapprenions à travailler collectif. Les Français ne savent pas travailler collectif. Et si nous n'avons pas cette capacité de revisiter complètement nos politiques publiques, nous sommes en train de voir ce à quoi nous assistons. Les nations ne meurent pas, mais elles peuvent se suicider. Et au lieu d'avoir une vision du monde, on a une vision du village. Au lieu d'avoir une vision moyen terme, on a une vision du court terme. Au lieu d'avoir une vision de l'autre, on a une vision de chacun pour soi. Et c'est un sujet très préoccupant, car on est tous frappés par l'immédiateté et l'actualité. C'est-à-dire, on voit bien les attentats, on voit bien ce qui est en train de se passer. On ne voit pas les tendances. Et les tendances, c'est qu'aujourd'hui, comme il n'y a plus de sens critique, on voit bien que la radicalisation, notamment nous suivons de près un certain nombre de phénomènes de basculement, c'est le passage à l'acte qui nous interpelle, on s'en rend compte qu'en réalité ce sont de jeunes convertis qui ont très peu de connaissances religieuses, mais qui ont basculé sur les réseaux sociaux. Si vous allez sur l'islam, le premier réseau qui apparaît, c'est Daesh. Et donc on voit bien que nos jeunes qui n'ont pas de conviction, qui sont même plutôt quelquefois en conflit avec leurs parents, qui refusent l'école, n'ont pas la capacité de construire leur propre pensée, et donc ils réagissent par rapport à ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux et qu'ils prennent comme croyance, voire même comme idéal de vie, dans un moment où leur obscurité est totale. Et on en revient sur le caractère obscur du futur qui fait qu'on ne peut pas éclairer le présent. Et c'est assez fascinant cette période à laquelle nous assistons, parce que nous devons être attentifs à ce qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas d'être performant sur le plan budgétaire, sur le plan boursier, sur le plan économique. Certes, c'est important. Mais qu'est-ce qui fabrique ou détruit l'aspect de la cohésion sociale? Qu'est-ce qui détruit ou fabrique l'épanouissement des individus? Et notamment dans un pays comme le nôtre, où la créativité, la fertilité est extrêmement importante, l'innovation est au cœur de la réussite de demain. Or, 50% des chercheurs sont américains et chinois. L'Europe n'est même pas capable de pouvoir imaginer des puissances de recherche, même si ça se construit dans certains domaines. Mais en même temps, comment favoriser le travail collectif de nos gamins? C'est tout le fondement de l'école. Et je terminerai là-dessus. Nous avions fait des courbes sur l'investissement social pour un pays. Et nous voyons bien que plus vous investissez dans la jeunesse, plus vous avez une optimisation d'un capital social collectif important. Et dans la personne âgée, c'est évidemment l'inverse. Et donc aujourd'hui, réfléchir à l'optimisation du capital humain par l'optimisation des solidarités de proximité est un sujet qui probablement va renforcer les pouvoirs locaux par la proximité et la solidarité, mais aussi fait qu'on va devoir passer d'une société de l'acquisition à la société du partage, de la société du bien à la société du lien, et que Boris Cyrulnik, et ce sera ma conclusion, attire notre attention sur le fait que l'inné est aujourd'hui presque peu important. Par contre, l'environnement dans lequel on met les hommes est essentiel. Et qu'on voit bien sur les règles de l'urbanisme, sur les règles des conditions de travail, sur les règles de la relation mobilité, travail et vie, si l'homme est épanoui, il aura une optimisation de travail absolument incroyable. Et c'est tout le discours que je ne cesse de tenir à l'éducation nationale. Il est difficile d'imaginer des enfants heureux si les profs sont malheureux. Et dans des entreprises, c'est un peu la même chose. Et sur l'administration publique, c'est un peu la même chose. Et donc, à un moment où l'armée américaine avait alerté les Américains sur le fait de dire « le futur est imprévisible, incertain et illisible », ça ne peut foutre qu'une trouille monstre pour des peuples dont le collectif assurait la protection et la gestion du futur.
ça peut être une formidable mobilisation si on inculque à chacun le goût de la gourmandise du futur et la capacité de croire en soi et de s'adapter en permanence. La fortune n'appartient plus aux héritiers, elle appartiendra aux créatifs. Comment favoriser la créativité en France, alors que l'innovation est une contestation et que la France a horreur des contestataires? Et parce qu'il faut l'ordre, il faut respecter les procédures. On demande aux enseignants de respecter plus les programmes que les élèves. Et lorsque quelqu'un est contestataire, il fait passer pour idiot le patron qui, lui, a l'habitude de travailler comme ça depuis 25 ans. Et donc, il faut que nous arrivions à un changement culturel profond permettant de pouvoir retrouver cette aspiration au futur. C'est incroyable que le peuple de France, qui était assoiffé de progrès au siècle des Lumières, est quelqu'un aujourd'hui qui est réticent au progrès par peur du futur et donc concentration sur... Et puis, en réalité, nous voyons dans le monde entier, quand vous n'avez pas de croyances collectives et d'espérance future, vous avez des replis identitaires extrêmement lourds. Et nous voyons dans le monde entier, en Birmanie, c'est l'exemple le plus... la lutte des identités est en train de remplacer la lutte des classes. Et la lutte des identités, notamment liée à des croyances religieuses, est quelque chose qui est extrêmement difficile à combattre. Et c'est peut-être un des points sur lesquels l'Europe va devoir probablement construire une espérance d'un projet de société dans lequel l'hybridation des parcours, l'hybridation des statuts, qui est aujourd'hui contraire à la normalité dans laquelle la France était souvent réfugiée, fait que le projet de société européen, qui consiste à avoir une diversité des parcours, mais une solidarité collective pour épuiser les fractures de parcours quand vous êtes malade, quand vous perdez un emploi, etc., c'est un sujet qui, au regard du monde, apparaît l'Europe, 6% de la population mondiale, 20% du PIB, 50% des dépenses sociales, comme la dépense sur le collectif, comme un frein à la compétitivité. Et c'est quelque chose, au contraire, qui doit, au nom de l'harmonie sociale sur lequel j'évoquais la société chinoise, arménienne et russe, réfléchir à ce besoin qu'il y a de retrouver le sens du collectif par rapport à cette société moderne dans laquelle laisser l'individu seul par rapport à la flexibilité et un futur incertain est quelque chose de problématique par rapport à des ressorts éruptifs de violence collective gérés par les peurs et non pas par les espérances. Et c'est un sujet, me semble-t-il, majeur dans lequel j'inscris totalement la réforme des retraites, puisque en France, nous avons depuis 25 ou 30 ans perdu le sens du collectif, dans la mesure où on a perdu le sens de l'impôt. Lorsque je paye des impôts, j'estime que c'est des vacances en moins, une voiture en moins ou des trucs. Et j'ai perdu le sens de la solidarité. Quand je sors de l'hôpital, je râle parce que j'ai mal mangé et qu'on ne m'a pas souri. Et j'oublie qu'on a pris en charge 60 ou 100 000 euros pour mon infarctus. Mais comme j'ai perdu le sens de la solidarité que je reçois et que j'ai perdu le sens de l'impôt que je paye, nous avons laissé transformer nos nations non plus en communauté de destin, mais en communauté d'intérêt. Or, les peuples se rassemblent et se transcendent quand ils défendent un destin collectif, ils se déchirent lorsqu'ils défendent des intérêts. Et nous sommes dans un moment où, aujourd'hui, nous sommes à un moment de conflictualité majeure avec l'autre, et le rejet de l'autre est un des cancers de nos sociétés modernes, avec les vents mauvais que nous avions dans la République de Weimar. La République de Weimar, c'était trois très grandes forces, la perception du déclin de l'Occident, des boucs émissaires et la corruption des élites politiques. Aujourd'hui, nous avons un soupçon majeur sur l'élite politique, nous avons une perception d'un déclin de l'Occident et nous sommes en train de livrer l'arabe, comme hier le juif, à des notions de bouc émissaire. Et donc on voit bien que, et notamment le débat de migration en Israël. Donc nous sommes dans des moments où la réussite politique ne passera pas uniquement par la maîtrise des budgets. On ne fait pas rêver les peuples par des chiffres. Et Martin Luther King n'a pas dit « j'ai un plan », il a dit « j'ai un rêve ». Et donc moi je m'engage en permanence pour retrouver un rêve qui est celui de offrir la gourmandise du futur à nos concitoyens, de faire en sorte que chacun se sente en estime de soi et capable de pouvoir réagir même si le futur remet en cause ses convictions, et de faire en sorte que nous puissions retrouver un réveil de la citoyenneté, un sens de la responsabilité individuelle, et la France peut à ce moment-là briller au firmament du monde. Merci beaucoup. Voilà. Vous dressez un portrait un peu noir, hein, on est d'accord, hein. Et mais attendez, derrière, c'est réaliste. est-ce que vous avez des idées concrètes de solutions Vous avez dit beaucoup de choses, hein. Je laisse les autres respirer un peu et prendre le temps d'avoir leurs questions.
Vous-même, à titre personnel, vous vous dites qu'est-ce que je peux faire demain ou qu'est-ce qu'on doit faire demain? Mais chacun peut faire quelque chose. Je veux dire, moi j'ai vu Mathieu Ricard, il avait fait une expérience américaine intéressante. Mais tout ça est scientifique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut être attentif à ce que va nous apporter les neurosciences. Les neurosciences, on est à la lettre B du cerveau. La lettre B du cerveau. Tous nos chercheurs connaissent complètement le mécanique du cerveau. Ce n'est pas ce qui les intéresse aujourd'hui. Ce qui les intéresse aujourd'hui, c'est la relation entre la chimie du cerveau et le comportement des individus. Demain, on va pouvoir avoir des caméras qui vont refléter la problématique de la colère ou de l'attentat dans les hôpitaux. On a des robots qui vont être émotionnels. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qui peut modifier dans le bon sens les gens? Si je prends un exemple dans l'école maternelle, moi je voudrais retrouver le sens du débat dès l'école maternelle. Et le débat, c'est pas le combat contre l'autre, c'est la capacité de construire un projet, de faire en sorte qu'on soit entrepreneur dès l'école maternelle. Tu as envie d'inviter tes copains le samedi, c'est un projet, comment je t'aide à le réaliser. C'est un débat, pourquoi il est handicapé? Parlons d'handicap. Et pourquoi je dis cela? Parce que Mathieu Ricard nous a montré une expérience très concrète, avec des modules très précis. Vous prenez des enfants à l'école maternelle, vous leur donnez 4 enveloppes, et vous leur dites, sur 4 enveloppes, tu mets la photo de celui que tu aimes le plus, la photo de celui que tu n'aimes pas du tout, ta vedette préférée et le monstre qui te fait le plus peur. Je te donne des images, tu les distribues. 80% des images vont à celui qu'on aime bien. Un travail avec un certain nombre de psychologues et de sociologues pendant 6 mois. On refait la même question aux enfants. Les enfants disent « J'aime bien celui-là, mais j'ai compris qu'il fallait que je partage de façon relativement équitable. » Donc on arrive à retrouver le sens de l'altérité, le sens de l'autre, par rapport à cette notion d'économie cérébrale dans laquelle l'avenir appartiendra à la connexion. Et donc notre débat, on aura peut-être des infarctus territoriaux, on aura des AVC territoriaux. Et probablement, dans la notion de connexion, on s'aperçoit que le traitement du plus faible est aussi important que le traitement du plus fort. Et donc nous devons être attentifs à ce que si on regarde cela sous le plan du capital humain, l'élève qui échoue, ce n'est pas un raté. C'est une intelligence qu'on n'a pas su mobiliser. C'est-à-dire que c'est le système qui doit se remettre en cause. La personne âgée n'est pas une personne inutile, c'est une intelligence disponible. Le chômeur n'est pas quelqu'un qui ne sert à rien, c'est une intelligence mobilisable. Et donc on voit bien qu'à partir du moment où vous retournez la lunette, vous changez la culture du pays et que vous faites en sorte non pas d'assurer l'égalité des situations qui est l'utopie communiste ou l'égalité des chances qui est l'utopie libérale, mais l'égalité des parcours, c'est-à-dire qui que tu sois, je vais t'amener au maximum de tes capacités et en partage avec l'autre et en solitaire avec l'autre. Et nous commençons à voir des expériences, je dirais, de quelque chose qui classe cette volonté qu'a aujourd'hui d'être dans la communauté des semblables. On voit qu'aujourd'hui en France, nous sommes non plus dans la mixité sociale, mais dans la juxtaposition de communautés des semblables. C'est-à-dire que c'est dans les mêmes quartiers qu'on a les taux de précarité, les taux de fiscalité les plus faibles, les taux d'échec scolaire les plus importants. Et c'est quelque chose qui va créer des problèmes de conflit, parce qu'à un moment donné, il y aura des conflits identitaires entre ces communautés des semblables. On a perdu cette notion de mixité et d'enrichissement par la diversité. Au point d'ailleurs que même, y compris nos comportements, c'est qu'on affiche des convictions, etc., etc. Et donc, il y a des choses très concrètes. Je vois encore une jeune expérience dans l'Isère. L'Isère est un département qui est extrêmement fertile en matière d'innovation sociale, dans lequel ils ont fait les rencontres improbables, et dans lequel il y a aujourd'hui, de façon assez périodique, des échanges, dans lesquels les hommes et les femmes débattent, quelquefois mettre en avant leurs difficultés, non pas pour attirer la compassion, parce que nous avons aussi une tentation judéo-chrétienne de soulager nos consciences, mais de ne pas régler les problèmes. Et qu'au nom de la normalité, on crée l'anormalité. Et qu'au nom de cette anormalité, on met des politiques compensatoires d'handicap et non pas l'accompagnement des personnes à supporter des difficultés. Et donc on a des expériences qui aujourd'hui sont en train de revisiter des lectures. Je prends une seule lecture, la courbe du chômage. Tous les politiques pensent que s'il faut baisser la courbe du chômage, ce sont des types bien. La vraie question de fond, c'est qu'on s'aperçoit que le chômage à Bac plus 2 est à 5,2 et à Bac moins 2, il est à 17 ou 18. Et que l'OCDE elle-même nous livre des statistiques en disant « mais de toute façon, vous aurez beau faire tout ce que vous voulez, s'il n'y a pas d'adéquation entre le besoin de compétences des entreprises et l'offre de compétences des chômeurs, vous serez à 7 ou 8% ou 9% de chômeurs absolument.
D'où l'investissement dans la formation professionnelle que veut mettre Ménico pour pouvoir éventuellement permettre à quelqu'un, non pas d'acquérir uniquement des compétences, mais de l'accompagner dans un parcours dans lequel la capacité de quelqu'un de pouvoir avoir confiance en lui-même, d'acquérir des compétences, pourra lui permettre éventuellement de rebondir dans l'entreprise. Et c'est quelque chose qui, au travers de ce regard, fait qu'on ne doit plus être obnubilé par la maîtrise des budgets, quoique, obnubilé par le respect des procédures, quoique, on doit être obnubilé par l'effet comportemental des politiques publiques. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement difficile parce que ça n'est pas palpable, ça n'est pas vendeur, mais c'est quelque chose qui, à mon avis, est assez fondamental. Alors, j'adhère à tout ce que vous avez dit et qui est passionnant. Avant de revenir sur l'esprit de réforme, vous n'avez d'ailleurs pas prononcé le mot de réforme, mais je vais vous torturer un peu là-dessus. Deux remarques sur vos derniers propos, notamment sur le cerveau et les neurosciences. Est-ce que je ne sais pas si vous êtes conscient dans cette assemblée que les neurosciences et la neurologie, qui étaient délaissées par les internes au moment de leur choix de carrière, ou par les doctorants en sciences, sont désormais dans les tout premiers rangs du choix des jeunes, parce qu'il y a un engouement sur la recherche sur le cerveau. C'est un domaine tout à fait passionnant et qui va révéler des choses qu'on ne soupçonne absolument pas, très, très au-delà de tout ce qu'on peut imaginer au travers des premières découvertes faites. Est-ce que vous savez par exemple que désormais en neurosciences, pardon, c'est mon péché mignon de m'intéresser à cette science, on peut envoyer des photons unitaires, des photons un par un dans le cerveau pour voir comment réagissent les neurones. Alors les photons envoyés à jet continu, c'est la lumière, mais envoyer un photon un par un, c'est quelque chose d'assez extraordinaire qui relève maintenant non plus de la science-fiction, mais du travail quotidien des chercheurs en neurosciences. Deuxième remarque sur ce qui veut dire en clair qu'on est à l'aube de découvertes absolument fantastiques dans le domaine des neurosciences. Deuxième remarque sur les ingénieurs et la France, nation d'une certaine façon d'ingénieurs. Je ne peux pas ne pas réagir, cher Jean-Paul. C'était un peu provocateur à votre endroit, cher Bernard. C'est vrai dans une large mesure. Ça ne l'est pas assez, si je peux me permettre. Ça ne l'est pas assez. Il y a un pays, en fait, qui est un pays d'ingénieurs, ou en tout cas qui fonctionne comme un pays d'ingénieurs. C'est tout à fait frappant, à mes yeux. C'est la Chine. Dès que vous avez la croissance qui a un petit accès de faiblesse, un demi-point de moins de croissance, dès que les ruraux déferlent en rang trop rapide vers les villes, il y a au niveau des 7 membres du comité central du Parti communiste, 2 ou 3 membres qui vont tourner quelques manettes, ouvrir des leviers, et tout à coup, au bout de 6 mois, on s'aperçoit que le taux de croissance est reparti au niveau espéré, antérieur, que les flux de ruraux se sont normalisés, etc. C'est un pays qui est dirigé par... Alors je me suis posé la question de savoir si, dans le fond, les 7 membres du comité central du Parti communiste chinois étaient ingénieurs eux-mêmes ou pas. Et ils le sont effectivement en majorité. Donc alors, est-ce que c'est un bon exemple? Je ne sais pas, parce que la Chine, c'est un petit peu différent de ce que nous sommes nous-mêmes, bien entendu. Alors j'en viens à ma question sur la réforme. Bon, il est bien connu, et ça n'est pas la peine de relire Perfit là-dessus, que nous réformons tous les 40, 50, 60 ans. Et Dieu merci, nous sommes dans une de ces périodes. La précédente a été celle du général de Gaulle en 1958. Alors dans le fond, il y a 2 façons de se réformer, et avec des objectifs peut-être un petit peu différents. La première, c'est de réformer massivement, structurellement, en passant presque en force, si j'ose dire. Et ça a été le cas du général en 58. Hein. Il a réussi à obtenir les pleins pouvoirs de l'Assemblée pendant 4 mois. 70 lois ont été votées sous le régime de ces pleins pouvoirs, dont certaines par ordonnance, une majorité par ordonnance, tout à fait. Et puis voilà, la France s'est remise en marche, et avec un général qui implicitement considérait que l'esprit de réforme devait se perpétuer, et au travers de son parti, du parti qu'il avait créé. Ça, c'est une première conception de l'esprit de réforme. Il y en a une deuxième qu'on sent se dessiner un peu actuellement, qui fait un appel beaucoup plus grand à l'adhésion, mot important que vous avez prononcé tout à l'heure, et qui donc procède de façon moins brutale,
moins rapide aussi, bien sûr, dans la mesure où il faut rallier tout de même un certain nombre de suffrages et de vrais suffrages de fond sur chacune des réformes envisagées. Alors, le sous-jacent à cet esprit de réforme et à sa rapidité, sa brutalité, c'est quand même de savoir si cet esprit de réforme va se perpétuer et si un parti de la réforme peut finalement avoir un avenir à long terme dans notre pays. C'est un problème auquel, bien entendu, personne n'a de réponse. Le général donc avait pris cette option de créer un parti et d'essayer de le perpétuer. On sent bien au travers d'un certain nombre de propos d'Emmanuel Macron ce désir aussi de persévérer par son mouvement dans un système de réforme, ce qui lui donne d'ailleurs la liberté de réformer à un rythme un peu moindre. Alors qu'en est-il? Alors, je vais vous donner mon début de réponse à cette question. Je ne pense pas que l'esprit de réforme puisse donner lieu à un parti politique à la française, si j'ose dire, et que les Français sont quand même restent friands de partis politiques. Et donc, moi, j'ai l'impression que quand on a la chance, comme c'est le cas actuellement, d'avoir un système gouvernemental réformiste, eh bien, il faut que ce système aille jusqu'au bout le plus vite possible, le plus profondément possible, pour laisser la place ensuite aux joutes politiques et malheureusement, probablement, réintroduire un désir de réforme 50 ans plus tard de nouveau. Mais voilà, la question est ouverte et je me permets de vous la poser sur l'actualité politique actuelle. Peut-être on peut essayer d'avoir une lecture de ce qui s'est passé, de ma lecture, et qui vaut forcément critique. Je pense qu'en réalité, la dernière élection présidentielle a été assez particulière, puisqu'elle portait moins sur les programmes que sur la contestation du système politique. Et l'on sentait bien que le système politique était constitué de blocs, avec une espèce d'acceptation de la gauche et de la droite d'avoir des transferts selon les périodes, avec l'arrivée de Mme Le Pen qui augmentait le confort du système puisqu'il ne suffisait plus de faire qu'un tour au présidentiel, n'a pas compris que la société était plutôt gazeuse et qu'une dynamique du changement qui avait été enclenchée par Emmanuel Macron à partir de la base, et j'y reviendrai, c'est-à-dire les marcheurs, remontée, fait que la consolidation de cette dynamique passe toute la stratégie présidentielle qui consistait à construire la crédibilité, 1, du candidat, 2, du programme, 3 du chef de gouvernement, 4 du gouvernement et 5 des législatives. Et que cette dynamique a été fragilisée par les sénatoriales. Et donc on était dans une logique d'une force éruptive que j'évoquais tout à l'heure et qui fait que les observateurs sociologues disent qu'il y a deux personnes dans le monde qui ont su conquérir le pouvoir suprême sans parti politique, sans programme trop arrêté, etc. C'était Trump et Macron. Et il rajoute, manifestement, l'un des deux n'était pas prêt pour la fonction. Et on voit bien que cette dynamique de réforme fait que nous souhaitons rester aujourd'hui. Alors on est un peu dans une phase un peu de transition. C'est que moi je souhaitais que le parti politique ne se transforme en parti politique que juridiquement pour recevoir les fonds publics, mais qu'il reste dans la notion du mouvement. Et que sur le capital de 100 millions sur 5 ans qui vont être reçus de fonds publics pour En Marche, 80% minimum soit consacré à l'intelligence citoyenne et à faire en sorte que sur le terrain, les parlementaires, les animateurs, y compris avec d'autres appareils politiques, puissent venir enclencher une démocratie non pas participative à laquelle je ne crois pas, parce que la démocratie participative, c'est je vous demande votre avis. Si je ne vous ai pas donné les moyens de construire votre avis, vous allez réagir par émotion, d'où le Brexit, etc., etc. Je crois par contre beaucoup à la démocratie délibérative. La démocratie délibérative, c'est quoi? C'est qu'on fait émerger des questions des citoyens, on fait émerger des questions de ce qui paraît important aux élites, et on essaie d'avoir avec des forums citoyens, des jurys citoyens, le moyen de donner aux gens les possibilités de se construire une conviction. Moi, je voulais au Conseil économique, j'avais offert aux 3 appareils politiques de l'époque, au moment de l'élection européenne, j'avais offert ce lieu de la République neutre
pour permettre aux partis politiques d'offrir aux citoyens, faut-il sortir de l'euro ou faut-il rester dans l'euro, avec des gens qui étaient pour, des gens qui étaient contre, des gens qui étaient peut-être. Est-ce que l'immigration est un facteur d'enrichissement économique ou un facteur d'aggravation du terrorisme? Enfin, tous ces sujets qui aujourd'hui ne peuvent plus être abordés dans le débat politique, puisque dans ce genre de questions dans lesquelles le débat politique a deux inconvénients. Un, il transforme toute question en réponse manichéenne. Et deux, il tue le débat. Et je pense qu'aujourd'hui, il va falloir que nous réfléchissions aux moyens de la société de se réapproprier des débats pour servir le décideur politique et non pas se laisser enfermer par la classe politique qui tue le débat dès qu'il est ouvert. Regardez le débat sur la question de fond, c'est est-ce que le transfert des charges du travail sur la santé et la retraite est un élément déterminant pour la compétitivité des entreprises et le renforcement de la cohésion sociale? La réponse est oui. Le débat a porté sur quoi? Sur la TVA sociale par Sarkozy, refusée par Hollande, le CICE et la CSG. Et on a à chaque fois des débats sur les conséquences et pas sur les objectifs. Et on renforce à ce titre-là la défense des intérêts et non pas la défense de la cause. Et moi, je suis obnubilé dans la question des retraites. Je vais surtout avoir comme obsession quel est le projet politique que sous-tend cette réforme des retraites, qui est un problème de projet de société dans lequel il y a une solidarité intergénérationnelle et un système de cohésion sociale dans lequel ensuite, est-ce que le sentiment de méfiance ou d'égalité doit être aujourd'hui quelque chose de renforcé par les réformes engagées. Et si vous n'avez pas cette obsession de la question politique, vous êtes en permanence sur des débats politiciens, sur les conséquences et les intérêts. Et l'on voit bien que c'est quelque chose sur lequel la démocratie délibérative peut avoir un enjeu. Aucune réforme aujourd'hui, il y a une donnée nouvelle qui est faite, c'est la notion d'acceptation sociale. Aucune réforme n'est possible si l'opinion n'est pas prête à la recevoir. Il n'y a pas un agriculteur qui sème une graine sur un terrain qu'il n'a pas préparé. Or aujourd'hui, les politiques, par l'accélération du temps, prennent une décision, balancent la décision sur un sol qui souvent est aride, et ils s'étonnent que la graine ne germe pas. Il faut préparer l'opinion à recevoir une question et à se nourrir de cette question. Ça veut dire qu'il y a une temporalité nouvelle aujourd'hui dans la respiration démocratique. C'est que la respiration démocratique, dans un système pyramidal comme la France, c'est « je suis le roi, je décide, vous obéissez », comme le fidèle au curé et le militant au secrétaire général, c'est terminé. La temporalité politique, c'est un moteur à 4 temps. La pédagogie des enjeux. Tant que vous n'aurez pas approprié dans la tête de vos enfants que c'est important de ne pas fumer, l'enfant ne comprendra pas l'importance de la décision à que vous allez lui demander d'accepter. L'opinion, c'est la même chose. Il a mis 10 ans pour accepter de ne plus fumer en public, parce qu'il a fallu 10 ans pour que, éventuellement, on comprenne que la cigarette était dangereuse. 10 ans pour mettre la ceinture de sécurité. 15 ans pour qu'à l'échelon mondial, par toute une série de communautés, on accepte peut-être l'idée que l'homme était responsable de la dégradation du changement climatique. Donc il y a une temporalité, une maturation, qui fait qu'il y a des moments où le sol est prêt à recevoir la graine, où le peuple est prêt et mûr à recevoir une... S'il n'y a pas ce temps de pédagogie des enjeux, aucun débat n'est possible, parce que le débat est flottant. Je ne vais pas débattre avec vous sur l'intérêt d'arrêter de fumer ou pas, si vous n'êtes pas convaincu que la cigarette est dangereuse. Ensuite, vous faites un choix de mettre votre santé en péril ou pas. Ça, c'est votre choix de responsabilité. Aucun débat n'est stabilisé s'il n'est pas assis sur une forte pédagogie des enjeux. Et ensuite, du débat émerge généralement la décision, généralement à 80-90%. Je vous donnerai quelques exemples. Et ensuite, l'accompagnement de la décision est aussi un élément important, alors que souvent, quand on décide, on laisse partir les choses. Et la conduite du changement est aussi importante que le cap du changement. Et là, nous avons aussi une culture à avoir. C'est-à-dire que, tant que la promesse du futur n'est pas supérieure à la moins-value du présent, ce que je remets en cause pour me transformer, je n'ai pas envie de me transformer. Je suis au contraire pétri de peur. Je n'ai pas envie de partir à l'aventure si on ne me garantit pas le parachute. Et donc, on voit bien que cette promesse du futur, ça pose un vrai problème de confiance. Or, la problématique, c'est que le crédit que l'on vous accorde n'est plus lié à votre statut ou à votre titre. Il est lié au crédit que l'on accorde à votre personne. Le même rapport sur la compétitivité porté par Balkany ou par Louis Gallois n'est pas du tout la même audience. Et donc on voit bien qu'en France, on est obsédé par la qualité de l'émetteur, jamais par l'intérêt du récepteur. Or, il faut aussi être attentif à l'humilité. L'humilité de se dire, moi j'ai fait quelques expériences, où notamment sur le problème de faire reculer le chômage dans certains quartiers, on ne partait pas sur celui qui avait le titre de la municipalité. Car dès qu'il arrivait porteur d'une autorité, on disait « Ah ben toi tu fais partie de la mairie, tu dégages ». On a recherché dans le quartier, étage par étage,
Quelle est la personne inspirante? Quelle est la personne à qui vous accordez du crédit? Dans une entreprise, ça peut être le chef d'atelier, pas forcément le patron. Ça peut être votre voisin, ça peut être... Et à partir de cette personne inspirante, comment cette personne peut vous aider à réunir des gens, permettant ensuite de pouvoir avoir un débat, parce qu'elle, on va l'écouter, pas vous. Et donc, on voit bien qu'aujourd'hui, sur la notion de réforme que vous évoquez, cette notion de temporalité est contraire à la rapidité avec laquelle on veut exécuter. Nous sommes dans un moment assez fascinant que plus il faut avoir une vision du futur, plus il faut avoir deux attitudes, alléger la pression qui pèse sur vos épaules et ralentir le temps qui vous accélère chez vous. Ces deux attitudes contradictoires à toutes nos habitudes. Et Facebook, qui avait fait une étude sur le comportement, avait 3 conseils à vous donner. Un, par rapport à cette accélération, ce que je disais tout à l'heure, une information, mais si vous vous analysez vous-même, et moi le premier, je me fais le truc. Je vois un truc sur BFM, je vais voir un copain, j'ai dit, t'as vu ce qui s'est passé? Je ne remets absolument pas en cause l'information. Je ne cherche pas à comprendre l'information. Je ne cherche même pas à débattre de l'information. Et donc, on est dans un moment où tous les chercheurs américains de Facebook sur le comportement des gens disaient « On a 3 conseils à vous donner. 1, rien que. Une fois par jour, habituez-vous pendant 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, 1 heure, à faire qu'une chose à la fois. Vous déjeunez avec votre femme, vous déjeunez qu'avec votre femme. Mais vous n'avez pas en même temps le téléphone, le mail, la télévision, le truc, etc. Or, aujourd'hui, on est tous dans l'espèce. Ça, c'est un drame français. C'est-à-dire qu'en France, on est tous dans l'obsession de vouloir croire qu'on est plus intelligent que tout le monde et de faire beaucoup de choses. Notre cerveau, il est fait que pour une chose à la fois, si on veut bien le faire. La deuxième chose, c'est un pas de côté. Toutes les études américaines sur la performance des entreprises ont montré que les meilleurs chefs d'entreprise, c'est ceux qui, une fois par mois, une fois par semaine, prenaient une demi-journée pour aller au golf, prenaient 2 heures pour savoir si dans l'avalanche d'autoroute dans laquelle vous êtes embarqué, vous faites un pas de côté pour voir si vous êtes dans la bonne direction, si ce que vous faites est essentiel. Or, on ne fait jamais ce pas de côté. Et le troisième élément, c'est le psy et le mental. Toute l'histoire de l'humanité a été, jusqu'aux 50 dernières années, l'optimisation des puissances du corps. Dans les sociétés rurales, c'était la force des bras, c'était la technologie, on a augmenté la force des bras, la vitesse des jambes, etc., etc. Nous sommes rentrés aujourd'hui dans l'exploitation des cerveaux. Tout ce qui optimise le cerveau ou ne le fragilise pas, ça veut dire qu'aujourd'hui, le management des hommes passe par le management de leur cerveau et pas de leur corps. Certes, il faut l'épanouissement des corps pour avoir l'épanouissement des psys. Et donc le troisième conseil, c'est comment équilibrer votre corps et l'esprit. Et c'est quelque chose qui est totalement contraire aux règles habituelles où on cherchait à ce que le général fasse obéir le soldat. Mais les Chinois avaient attiré cette attention magnifique en disant « Dans une armée de 10 000 hommes, le plus important, c'est celui qui donne confiance. Car s'il fait croire à ces 10 000 hommes que la victoire est au bout du chemin, les braves, les lâches deviennent braves. S'ils n'arrivent pas à faire prendre conscience que la victoire est au bout du chemin, mais ce qui est plutôt la défaite, les braves deviennent lâches. » Et l'on voit bien que la composition sociologique, c'est qu'il y a 10% de bergers, 90% de moutons. Mais que les moutons, ils ont envie d'aller là où l'herbe est la plus verte. Et l'on a bien vu dans les fluctuations politiques, toute une série d'élus politiques qui prônent la force de leurs convictions, n'aller uniquement que dans le camp de celui qui va assurer la victoire. Et donc on voit bien qu'il faut accepter ce que certains pourraient qualifier de la lâcheté des hommes, ce que j'appelle moi plutôt leur flexibilité par rapport à des perspectives d'un futur qui leur est prometteur. Et donc les peuples, c'est un peu la même chose. Et donc je trouve ça assez fascinant de voir qu'aujourd'hui, c'est l'aventure humaine qui va être au cœur de notre management et de notre réussite du changement. Et que la conduite du changement, le caractère inspirant de votre conduite, le crédit que les gens vous accordent par l'écoute, par le respect, par l'accompagnement, c'est quelque chose qui va être tout à fait nouveau dans les conduites politiques. Et c'est effectivement ce que nous cherchons à faire. Il y a aujourd'hui un président qui trace une vision. S'il n'y a pas... Si vous voulez, la différence entre des managers et des leaders, c'est que le manager, il gère un problème, le leader, il donne envie. Et qu'en France, on a beaucoup de managers, on n'a pas de leaders. Et donc aujourd'hui, on a un président qui donne envie de colère ou d'adhésion. Non, mais à certains, mais bien sûr. Mais je veux dire que ce qui est intéressant dans le débat, c'est la gestion des espérances et des peurs, c'est ça. Quand vous donnez envie, vous avez envie de séduire une femme qui vous plaît, vous avez envie de séduire, de gagner un concours, etc. Mais elle peut aussi vous foutre la trouille et aussi... Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, dans la gestion peur, espérance, envie, gestion,
On est peuple d'ingénieurs rassurés par les chiffres, et on a du mal à y mettre de l'affectif. Or, le monde de demain est un monde d'affectif, est un monde de partage, est un monde dans lequel on a besoin d'aimer les gens pour le respect. On ne peut pas imaginer, et d'où le travail sur le respect de la nature et le respect de l'individu, on ne peut pas imaginer un homme qui se respecte s'il ne respecte pas son environnement. Et donc, l'apprentissage du respect de notre environnement naturel est un point de passage obligatoire pour se respecter soi-même. On ne pourra pas se respecter, on ne pourra pas respecter l'autre si on ne se respecte pas soi-même. Et j'avais été frappé en 1942 auprès du général de Gaulle. La philosophe Simone Weil avait déjà alerté et tiré la sonnette d'alarme en disant le drame du XXIe siècle, le défi du XXIe siècle sera celui de l'intériorité et de l'altérité. Comment densifier les convictions de nos concitoyens? Les souffles émotionnels, on n'imagine pas. M. Schwab, le patron de Davos, disait dans les 25 ans qui viennent, 90% de la population mondiale aura des iPhones. 50% du commerce se fera par iPhone. 10% des vêtements seront connectés. L'intelligence artificielle sera dans tous les boards. On sait qu'aujourd'hui, les meilleurs avocats américains sont avec une intelligence artificielle qui leur donne en 3 heures ce qu'ils mettraient 3 mois pour comprendre sur les jurisprudences. Les analyses diagnostiques des meilleurs praticiens américains sont bien plus fortes par les intelligences artificielles que par les médecins. Et donc on voit bien qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle sera au cœur de toutes les décisions stratégiques des entreprises. Les banques aujourd'hui ne maîtrisent absolument plus les flux financiers, puisque c'est en milliards d'ermes de seconde. Et donc l'on voit bien que où est la place de l'humain dans cette affaire? Où est la place de l'humain? Et c'est là où le débat entre le droit et le politique est un élément essentiel. S'il n'y avait pas eu à la Cour suprême des États-Unis un juge de plus, la brevetabilité de tout ce qui sortait de la nature était aux mains de certaines entreprises. On voit bien que la problématique de la génétique, la Cour anglaise vient d'admettre que l'on pouvait modifier le gène des embryons pour les maladies rares. Mais la frontière entre la manipulation génétique pour l'eugénisme n'est pas très loin. On est sur la même frontière que la bombe atomique. Formidable pour guérir le cancer, dramatique pour détruire l'humanité. On est à cette frontière-là. Cette frontière-là, où on permet à chaque citoyen de construire des convictions, y compris de propres croyances, et l'on aura une résistance populaire à certaines avancées technologiques que voudraient avoir certaines entreprises. Et c'est quelque chose qui est fascinant, parce que les vrais troubles aujourd'hui, les vraies guerres, ce sont des guerres de hackers informatiques, c'est celles qui vont dérégler complètement nos systèmes informatiques, et ce seront ce que j'appelle les hackers de conscience. C'est-à-dire que si on inocule sur les réseaux sociaux ce que sont prêts à croire, parce qu'aujourd'hui nos jeunes ne regardent plus la télévision, ils vont sur des réseaux sociaux qui leur plaisent. Pourquoi y a-t-il autant de nazisme? C'est parce qu'ils sont assez fascinés par ce qu'il y a sur les réseaux sociaux. Comme aujourd'hui, 40% des Américains sont créationnistes. Donc ça veut dire que, je crains autant les téléévangélistes que les islamistes. Donc nous sommes dans un moment où la manipulation des peuples n'a jamais été aussi forte. Et donc c'est cela la conduite du changement. Le changement se fera. Mais est-ce qu'il se fera au profit de nouveaux maîtres du monde? Ou est-ce qu'il se fera au profit d'un projet de société dans lequel la philosophie, l'humanité, le respect de la nature sera au cœur de ce projet politique? Et c'est tout l'enjeu que nous voulons mettre avec le président. Je suis probablement partisan, mais quand avec Jean-Michel Blanquer on veut mettre un prof par 12, c'est pas une revendication syndicale. C'est qu'on se dit si on perd un des 12 enfants parce qu'il y a dans l'école de la République à 30 ou à 40 dans les quartiers difficiles, il y a une incapacité de laisser partir un potentiel d'un gamin, le gamin assez rapidement va décrocher. Et donc c'est une perte de capital pour la société. Et c'est tout à fait l'intéressant que l'autre combat, c'est l'adhésion entre la performance et les valeurs. Nous sommes obnubilés par la performance. Or moi je me souviens d'un grand patron de Mercedes qui m'avait dit « J'ai 2 critères pour lesquels je juge mes entreprises, mes salariés. » L'adhésion aux valeurs de l'entreprise et la performance. J'ai 3 types de collaborateurs. Ceux qui sont hyper performants et qui adhèrent aux valeurs de l'entreprise, ceux-là, il faut que je les promeut. L'autre, il n'est pas du tout performant, il adhère aux valeurs de l'entreprise. Celui-là, c'est mon job, je ne l'ai pas mis à la bonne place, il faut que je lui trouve la bonne place. Et le type qui me pose le plus de problèmes, c'est le gars le plus performant, mais qui n'adhère pas du tout aux valeurs de l'entreprise. Et celui-là, il faut le virer tout de suite. Or, nous sommes obsédés aujourd'hui par la performance en France. Le grand journaliste, le grand financier, le grand chef d'entreprise, etc. La vraie cohésion sociale, c'est l'adhésion aux valeurs, et c'est quelque chose sur lequel l'inculquer des valeurs
est aujourd'hui au cœur aussi du parcours éducatif. Et c'est un sujet d'autant plus important que là, quand on veut réformer l'État, en fin de compte, on parle de la réforme de l'État. Mais moi, la réforme de l'État ne m'intéresse pas. La réforme de l'État pour préserver la nation m'intéresse. Parce que quand l'État ne fonctionne pas, c'est la nation qui est malade. Et quand l'État ne fonctionne pas bien sur l'éducation nationale, c'est l'égalité républicaine qui est en cause. Quand l'État, etc., etc. Donc toutes les réformes de l'État n'ont qu'un seul but à mes yeux, de renforcer la communauté de destin qu'est la nation. Autant je partage votre expression première sur la cohésion et que les grandes civilisations finalement ont duré grâce à leur cohésion. Je le partage tout à fait. Et je rajouterai aussi grâce à leur capacité à transmettre. Oui, et c'est vrai parce qu'on ne peut faire de grandes choses que si l'on marche ensemble sur le même chemin vers un destin commun. Et cela m'amène à autre chose, à une autre approche de votre exposé, sur lequel je serais un peu plus hésitant, c'est quand vous abordez le problème du communautarisme. C'est vrai, alors vous le dites, hein, ce problème existe, et c'est vrai que la France est de moins en moins une nation unifiée, elle est faite d'une mosaïque de communautés, hein, souvent vivant selon des principes séparés, souvent rivales et parfois hostiles, c'est un constat. Ceci dit, c'est un constat qu'ont analysé beaucoup de chercheurs, hein, Alesina, Iribarne, etc. Et ils ont tous montré que faire vivre des populations qui ont des manières de vivre différentes sur un même espace est toujours source de tension, d'inégalité, de violence. Et ils sont rejoints d'ailleurs, ils sont précédés par cela par Lévi-Strauss, hein, ce merveilleux chercheur sur les sociétés, et qui disait, on voit mal comment une civilisation peut coexister, tirer profit d'une autre civilisation sur son territoire sans violence et sans renoncer à être elle-même. Alors, première question, comment estimez-vous qu'il est possible de dépasser ce constat et de faire en sorte que l'on dépasse cette donnée anthropologique fondamentale qui veut que l'on suive d'abord son intérêt particulier, puis celui de ceux qui sont proches et surtout de ceux qui vous ressemblent. Pas de peuple sans sociabilité, pas de sociabilité sans ressemblance. Et je prolongerai par une autre question, toujours sur le même sujet. Comment un autre chercheur ou géographe, Gilles, a montré que finalement le problème de la France, c'était son séparatisme culturel, qui était plus fort que toutes les autres fractures, et qui venait du fait que la France était en rupture, le communautarisme était en rupture avec le modèle assimilationniste français. Partagez-vous ce diagnostic et que faire? Merci, parce que je vois que le temps tourne malheureusement. Je reviens sur cette notion d'identité. Pas sûr hein, que ce soit vrai, mais si vous renforcez si vous avez une perception... Enfin, moi j'avais été très frappé de voir que quand on avait fait toute une série d'études sur le sortie éducatif français, on avait deux problèmes pour nos jeunes. Qui suis-je? Ils étaient en quête d'identité. Et deux, une mésestime de soi. Au point d'ailleurs que je me souviens toujours de cette anecdote d'une jeune femme brillante qui était dans un jury d'Harvard et où elle commence à dire « Écoutez, Monsieur le Président, pardonnez-moi, je suis dyslexique ». Le président lui dit « Mais madame, que ça n'est pas un problème, Einstein était aussi ». On voit bien qu'en France, elle aurait été sanctionnée par cette notion de handicap. Et donc, le travail qui a été fait par certains chercheurs, c'est de dire, si vous renforcez votre propre identité, c'est-à-dire vous savez qui vous êtes, gnosis eo soi, connais-toi toi-même, ce qui est chose la plus compliquée. Mais si vous êtes suffisamment assuré de ce que vous êtes, vous pouvez avec l'autre dans sa différence savoir ce que vous pouvez concéder sans remettre en cause votre propre identité et ce que vous pouvez demander à l'autre en partage sans remettre sa propre identité. Et là, on peut avoir des relations de diversité de la différence et de complémentarité de la différence qui ne sont pas un modèle intégrationniste et un modèle assimilationniste, mais qui sont un modèle de capacité de construire un collectif commun à partir de la diversité. C'est comment on passe de l'unité et de la conformité, c'est-à-dire que chacun doit être conforme à un modèle unique, à l'unicité et la diversité. Et c'est un sujet très compliqué. Les Anglais sont tentés, ils ont un certain nombre d'échecs. Il y a aujourd'hui un certain nombre d'expériences, notamment aux États-Unis, mais qui sont aujourd'hui confrontés non pas à la réussite ou l'échec de ces expériences, qui sont liées aux fractures de la société par des identités. Vous savez que le niveau moyen des Américains montre que le niveau moyen des Blancs
est 50% supérieur à celui des Noirs, les Asiatiques un peu supérieurs aux Blancs. Et donc on a aujourd'hui une segmentation de la richesse par ethnie. Et donc on voit bien que la remontée des conflits ethniques et identitaires aux États-Unis n'est pas uniquement liée à un problème d'identité raciale. Et donc c'est un sujet sur lequel il faut qu'on soit très très attentif. Il y a aujourd'hui, et on revient sur les neurosciences, une capacité de pouvoir nourrir des modèles pédagogiques. Je vois des écoles, notamment aux États-Unis, où les enfants fêtent toutes les fêtes religieuses, Kippour, Ramadan, etc., etc. Et quand on voit les études après, mais alors eux, le fait que leurs copains soient musulmans, soient juifs, soient athées, soient etc. Et on a fait des expériences en France. Et en France, on a notamment travaillé avec une association qui s'appelait Coexister, que vous connaissez peut-être. Et on est arrivé à quelque chose d'assez fascinant, c'est quand on fait ensemble, on vit ensemble. C'est-à-dire que toute une série de processus d'acceptation de l'autre a été possible par le fait d'offrir des chantiers de découverte de l'autre, où quand on a permis, notamment ça a démarré avec une expérience de 5 jeunes, l'un qui était juif, catholique, athée, protestant et agnostique. Et ils ont décidé de faire le tour du monde pour aller voir les endroits, ce que vous connaissez bien, vous, Bernard, les endroits de dialogue interreligion. Et ils en sont revenus avec cette perception que quand on fait ensemble, on vit ensemble. Et on a mené un certain nombre d'expériences dans quelques quartiers ou collectivités, et on s'est rendu compte que ça marchait remarquablement bien. Quelquefois, y compris dans des sujets difficiles. J'avais proposé ma médiation, par exemple, pour comment faire parler des policiers en colère et des jeunes en colère, dans le même quartier. C'est a priori impossible. Mais lorsque vous apprivoisez les uns et les autres, que vous leur permettez dans un temps, non pas d'écouter l'autre, mais d'accepter l'autre, puis de l'entendre, puis de le comprendre, puis etc., lorsque vous rentrez dans la compréhension de l'autre, vous créez quelque chose qui devient commun et qui permet à ce moment-là de s'enrichir. On avait fait, moi, quand j'avais lancé avec Athanas Périphas la fête des voisins, c'était dans ce même état d'esprit, même si je ne l'avais pas dit. C'était le fait de dire que quand on boit, quand on picole ensemble, quand on mange ensemble, on ne s'engueule plus. Et donc, le fait de permettre aux gens de picoler, de se rassembler, etc., le rapport change. Le rapport change. La présence des femmes dans des groupes change. Et donc, moi, la mixité, ce n'est pas uniquement un combat pour les qualités des femmes. C'est un combat qui permet la cohésion des groupes. Et donc, je ne crois pas aux grandes théories assimilationnalistes, je crois à des aspects pratiques et concrets qui permettent aux uns et aux autres de s'entendre ensemble. Et on le voit quand c'est dommage que l'on puisse trouver une solidarité de destin quand il y a un risque. Les maires n'ont jamais été autant débordés par les dons lorsqu'il y a des catastrophes naturelles. Donc il y a des ressorts de générosité, il y a des ressorts d'altérité. On a même fait des expériences avec un constructeur dans lequel on a voulu mettre dans un bâtiment de logement social 15% de trisomiques autonomes. Et on avait créé un réseau social pour que les gens se parlent. Quand pendant 6 ans, les gens cohabitent dans un immeuble social, en moins de 6 semaines, les gens se parlaient. Grâce à la présence des personnes dites handicapées. Et donc on voit qu'il y a aujourd'hui des capacités de pouvoir briser un certain nombre de frontières quand on découvre la richesse de quelqu'un. Et c'est ça qui est assez fascinant. Moi je crois beaucoup je crois beaucoup à cette notion de Saint-Exupéry disant que quand une rose naît, tout le monde se précipite pour la soigner. Quel dommage, il n'y a pas de jardinier d'homme. Et je crois qu'aujourd'hui, l'aspect éducatif de parents, les parents ne savent pas éduquer leurs enfants, c'est compliqué, il n'y a pas d'école de parents, il faut qu'on les accompagne. Les enseignants, c'est la même chose. Et quand vous dites il faut des enseignants heureux pour que les élèves soient heureux, il faut que la gestion des ressources humaines fasse qu'on s'occupe de l'environnement de l'enseignant pour qu'il puisse transmettre le bonheur de vivre à des gens, à des jeunes, et pas dans un souci de relations d'ascendante par le sachant et celui qui apprend. Moi, je suis fasciné par ça. Vous n'irez plus jamais voir votre toubib dans la relation qu'on avait il y a 10 ou 15 ans. Écoute, j'ai une merde quelque part, t'es bon toubib, dis-moi ce que je fais. Et on ne remettait même pas en cause la supériorité du sachant. Aujourd'hui, on va le voir en disant, écoute, j'ai 5 trucs sur Internet, je ne sais pas ce qu'il faut choisir, mais toi, je te fais confiance, pas parce qu'il sait, mais parce que la qualité et le crédit que vous lui accordez fait que, dis-moi ce qu'il faut que je fasse. Et donc, c'est fascinant, parce que c'est plus long à construire. Mais qu'est-ce que c'est plus solide en termes de lien social? Lorsqu'un gamin de 45 ans appelle toujours son père en disant « Écoute, je te fais confiance, dis-moi ce qu'il faut que je fasse », c'est pas parce qu'il appelle son père parce qu'il a l'autorité paternelle. C'est parce qu'il a confiance
en la sagesse du père. Et je crois que cette notion de construction de confiance et de lien dans les quartiers par la proximité, c'est quelque chose qui assurera la solidité de nos sociétés et non pas l'aspect performance et la réussite matérielle. Et je crois qu'on est rentré dans une période où on va être assoiffé d'un nouvel humanisme politique sur le respect de l'humain et de la nature, qui va probablement remettre en cause et l'ultralibéralisme, parce que l'ultralibéralisme est aujourd'hui en train de se poser des questions fortes. Regardez la dernière réunion des banquiers centrales à Jackson Hole, ils ont aujourd'hui des questions qui les perturbent. Les taux d'intérêt bas, c'est quelque chose qui perturbe complètement. L'absence de retour d'inflation et la relation entre la croissance et... Si vous voulez, aux États-Unis, le chômage baisse, les salaires n'augmentent pas. C'est contraire à toutes les théories économiques. Les théories sont à revisiter. Et donc je trouve qu'on peut avoir la déception de se dire « Merde, les théories auxquelles je crois ne marchent pas », ou bien ce qui est mon état d'esprit, chouette, c'est le moment d'en inventer d'autres. C'est-à-dire que, si vous voulez, les différences entre un optimisme et un pessimiste, c'est que le pessimiste voit dans une opportunité un problème, l'optimiste voit dans un problème une solution. Et moi, je suis toujours dans la recherche de la solution. Et c'est ça qu'il faut essayer d'imaginer, c'est que les Français sont inventifs, sont créatifs, ils ont une place à jouer dans le monde dans un moment où il faut réinventer beaucoup de choses. Ça veut dire qu'il faut y croire. Il faut y croire, mais à condition de se méfier de celui qui a des certitudes. Le monde de demain est un monde imprévisible. Le type le plus dangereux, c'est celui qui a des certitudes. Car l'expert, aujourd'hui, doit vous livrer des incertitudes. Et l'expert doit vous dire, voilà, moi je pense que demain, on peut avoir un Trump en France ou en Europe.